Les années 75, autour de la jeune taupe du groupe Commune de Kronstadt ou du groupe Guerre de classe, euh, ce qui constitue quelque part la sécrétion la plus radicale de l'époque sur l'abolition de la politique, l'abolition de l'économie se met en marche. Quelle est notre spécificité? Nous sommes les seuls à dire, à l'horizon du monde entier, il n'y aura jamais de conflit militaire entre la Russie soviétique et les États-Unis. Dans les années 70-75, vous pouvez prendre toutes les revues d'ultra-droite et toutes les revues d'ultra-gauche, en passant par toutes les revues d'ultra-centre. Tout le monde vous explique qu'il va y avoir une troisième guerre mondiale entre les chars soviétiques et les chars américains. On revit la même chose là. Mais il ne peut pas y en avoir, Non, non, parce mais que bien sûr. Mais la on guerre, dit c'est la d'aller même pire. continuation de la guerre commerciale, et il n'y a pas de conflit radical du point de vue de la valeur d'échange et de la composition organique des technologies de pointe entre la Russie soviétique et les États-Unis. La Troisième Guerre mondiale, c'est pour les États-Unis détruire l'Europe. Et aujourd'hui, alors c'est ce que j'explique très bien dans le voyage au bout de la fin du capital, l'OTAN n'est pas en guerre contre la Russie. L'OTAN attaque la Russie pour détruire Paris. Il faut que les auditeurs, alors les lecteurs, entre guillemets, faut se rappeler ce que nous ne cessons de dire, que la grande puissance qui fait peur à l'Amérique, c'est la France gaulo-pompidolienne. Vous dites, Valérie Bugeaud, que les tenanciers économiques souhaitent imposer un nouveau modèle impérial appelé gouvernement mondial afin, dites-vous, de réduire drastiquement l'humanité et de mettre en esclavage les rares survivants. Mais où voyez-vous, Valérie Bugeaud, formuler les objectifs terribles de ce gouvernement mondial? Mais, écoutez, Pierre, je le dis, ce que j'ai précisément dit, c'est que depuis la création du Club de Rome et la sortie du premier rapport Meadows de 1972, ces gens qui représentent, en gros, grosso modo, qu'on peut qualifier finalement de chambre de commerce internationale, ne cachent pas leurs objectifs de dépopulation. Ils l'affichent ouvertement et sereinement. Nous avons des nouveaux développements avec les Georgia Guidestones, de cette réduction drastique de la population mondiale. Alors, réexpliquer ce que c'est que le Georgia Guidestone. Ce sont c'est un peu des pierres, une pierre énorme qui est apparue un peu comme une pierre philosophale dans une nuit, dans un champ au milieu de la Géorgie, qui est un État américain, non pas la Géorgie en Europe de l'Est. À l'Est, c'est la Géorgie américaine, qui explique qu'il faut que la population mondiale soit limitée à 500 millions d'âmes si nous voulons pouvoir vivre en osmose avec la nature. Et personne ne sait qui a installé ça, qui a commandité ce monument. Il y a des théories qui circulent. Maintenant, moi, personnellement, je ne vais pas m'avancer parce que je ne sais pas personnellement qui a été à l'origine de cette supercherie, parce qu'il s'agit de ça. En tout cas, personne n'a fait enlever non, personne ne les a fait enlever, effectivement. Et alors, il y a une chose intéressante sur les Georgia Guidestones, c'est qu'il y a 8 langues, tous les commandements, parce que c'est une sorte de commandement à destination de l'humanité, ces commandements sont écrits en 8 langues, mais parmi les 8 langues, vous noterez qu'il n'y a pas le français. Or, le français est la 5e langue la plus parlée au monde. Donc, il y a bien évidemment quelque chose qui interpelle. On se dit que, quelque part, la France doit disparaître de leur modèle parce que, justement, nous sommes le contre-modèle. Et c'est justement parce que nous sommes, dans notre fonctionnement historique, un contre-modèle à ce que veulent nous imposer ces financiers apatrides, finalement, qui sont totalement sortis des contingences humaines, on peut dire, dans le sens où ils ne sont plus reliés aux intérêts traditionnels des gens communs, puisqu'ils ils ont acquis un pouvoir qui est un pouvoir économique tellement colossal. Si vous voulez, la France représente ce qu'il faut faire disparaître. Et pourquoi? Donc en quoi la France représente le contre-modèle globaliste? La France, par son histoire, par sa langue, qui est beaucoup plus tournée vers l'humanisme, qui est une langue de précision, qui est une langue de discernement. Contrairement à l'anglais, par exemple. Disons que c'est pas tout à fait ça. L'anglais, c'est une langue plutôt qui est plus dans l'action utilitariste, alors que le français est plutôt plus dans la réflexion et dans la composition d'ensemble. Enfin, vous voyez, qui est plus théorique. Langue écrite et langue parlée, quoi. Ouais.
Non, non, c'est pas, il s'agit pas d'utiliser le français non plus comme langue écrite. Non, le français permet le discernement parce que c'était une langue qui était très riche et justement dans un modèle de domination, le discernement est justement ce qu'il faut éviter. Donc, dans la mesure où vous avez une langue qui permet le discernement, qui a des références historiques solides et qui repose sur des fondations humanistes, il est bien évident que c'est tout ce qu'il faut abattre pour imposer une domination réelle. Donc le français, l'histoire de France, la structure de la langue, tout ça est très très attaqué chez nous, il faut le comprendre. Et donc c'est une illustration, si vous voulez, le fait que le français n'apparaisse pas sur ce monument philosophico, je ne sais pas trop comment l'appeler, religieux, eh bien le fait que le français n'apparaisse pas est un indice en soi que justement nous sommes le contre-modèle à ce qu'ils veulent imposer. Et par le biais de notre histoire de France, si nous voulions bien la réinvestir, parce que nous l'avons anéantie, nous nous sommes calqués sur le modèle britannique, qui est justement le modèle de ce type de non-civilisation, de ce type de développement qui est en réalité une régression formidable du développement humain. C'est la France gaulo-pompidolienne. La France gaulo-pompidolienne qui est présente au Liban, en Irak, en Syrie, en Égypte, en Libye. La France qui vend des mirages à Saddam Hussein, qui vend des mirages à Kadhafi. Et c'est cette puissance qu'il faut détruire. Quand on lit aujourd'hui les documents du Pentagone, quand on fait référence au texte de l'amiral Sanguinetti, l'obsession américaine, c'est détruire le nucléaire français, le commerce français, l'agriculture française, la culture française. Il n'y a pas de conflit avec la Russie. Aujourd'hui, cette guerre entre les États-Unis et la Russie n'a pour seul objectif que de détruire l'économie européenne et de détruire l'économie française en repoussant la Russie. Et la Russie s'est constituée avec l'aval américain pendant la Seconde Guerre mondiale, avec du matériel militaire américain, avec du financement américain. Et si l'armée rouge débarque à Berlin en 1945 sur des jeeps américaines, avec des Sherman et avec une noria de camions américains, c'est parce qu'elle est une sous-entité américaine. Et alors aujourd'hui, ça fait 1 an et demi maintenant, ça fait 1 an, nous disons, mais vous voyez bien, l'armée russe ne perce pas, elle n'est toujours pas à Odessa. Non, et on nous disait juste au début, je ne sais pas si vous vous souvenez, je ne citerai pas qui, ça a même été dit sur ma chaîne, dans la semaine prochaine, ça sera terminé. Ça fait déjà 2 ans. Alors, nous le disons depuis le début, il y a eu des conflits secondaires entre les États-Unis et la Russie, la Corée, le Vietnam. Mais c'est toujours les États-Unis dans leur dominance qui donnent la dernière section de la dernière pièce. Le Viet Cong arrive à Saïgon, quand Nixon dit ça y est, on leur donne Saïgon. Là, aujourd'hui, on a peut-être 4 fois plus de pertes du côté ukrainien, mais les lignes de défense ukrainiennes tiennent parce que le financement, la militarisation américaine. Mais le jour où les Américains vont dire, comme au Vietnam, on s'en va, ce sera réglé. Mais le Viet Cong n'a pas pris Saïgon parce qu'il a pris Saïgon. Il a pris Saïgon parce que les Américains lui ont dit, tu peux prendre Saïgon. Ils feront comme en France, au moment du débarquement, ils ratisseront une partie de la Normandie. Oui, mais si vous voulez, il faut bien comprendre que la puissance russe n'emmerde pas les Américains. Les Américains ont une seule puissance qui posait problème. Alors, c'est l'histoire de la longue durée, on en revient à la valeur d'échange. Si je fais une analyse géostratégique, elle doit être de la longue durée de la valeur d'échange. Je redémarre au Capétien et au Plantagenet. La guerre de 100 ans, qui est la guerre de 1000 ans. Waterloo, 1815, la guerre de Crimée. Puis la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, qui sont organisées par l'Empire anglais puis par l'Empire américain pour détruire la capacité stratégique de la mondialité française. Dans toute l'histoire du monde de la valeur d'échange, vous ne connaissez que 2 puissances mondiales. Il y a eu la France et il y a eu l'Angleterre. Puis à partir de 1914, l'Amérique a mangé l'Angleterre. Et là, elle s'est dit, il faut détruire la France. Rappelez-vous Mercel Kébir.
Rappelez-vous la volonté absolue des États-Unis de détruire l'Empire français asiatique et l'Empire français africain. La première chose que l'OSS fait quand elle débarque en Afrique du Nord, elle prépare la création du FLN algérien. Mhm. La première chose que fait l'OSS américaine quand elle arrive à Haiphong, elle crée le mouvement d'Ho Chi Minh. Et aujourd'hui, la France, elle est sortie de l'Afrique. Elle est sortie de l'Afrique. Que nous disent les derniers rapports de la CIA? On a un rapport qui est particulièrement intéressant, c'est le rapport de Mikhail Chirkin qui dit enfin, nous faisons sortir la France de l'Afrique. Nous lui faisons perdre les atouts de sa puissance globale. Les Chinois arrivent, les Russes arrivent, mais avec l'aval américain. On se Les rappelle, Américains ne sont absolument pas gênés par la Chine et par la Russie, qui sont des sous, ce qui s'est passé dans la région des Grands Lacs, au Congo, avec le Rwanda. évidemment. Et Tout est aujourd'hui, vu. les Russes construisent une centrale nucléaire en Égypte. Ça gêne absolument pas les Américains. La France a été virée de l'Irak suite aux effets de la guerre du Golfe, et c'est les Chinois qui investissent en Irak. Mais ça ne gêne absolument pas les Américains. Et il faut toujours rappeler à vos auditeurs que la Chine a été créée par les États-Unis suite au voyage Kissinger-Nixon pour justement créer cette puissance du Sud pour empêcher ce que nous appelons constamment le retour à Rapallo, c'est-à-dire un accord stratégique entre Paris, Berlin et la Russie. Mais un accord stratégique Paris-Berlin, la Russie, elle apporte la partie technologique la plus vétuste. Ce qu'elle apporte, c'est les matières premières. Et l'ennemi de l'ordre américain, c'est pas le Sukhoi, c'est le Rafale. Et l'ennemi des États-Unis, c'était la première filière mondiale du nucléaire. Donc, faut bien comprendre que si je n'ai pas cette analyse des profondeurs, ben, je me plante tout le temps. Pourquoi avons-nous eu cette capacité d'intelligence radicale à pouvoir dire dans les années 70, sur le chemin du savoir total, c'est-à-dire sur le chemin de la conscience de soi, du vrai historique, qu'il n'y aurait jamais de troisième guerre mondiale entre l'Empire soviétique et les États-Unis? C'est pas parce qu'on était particulièrement intelligent, c'est parce qu'on appliquait la méthode de la compréhension radicale de cet arc historique de la valeur d'échange. Tous les conflits militaires de vaste ampleur sont des conflits de guerre qui traduisent la guerre commerciale. La guerre commerciale. Et là, on explose, si vous voulez, tout ce qui fait la géopolitique traditionnelle, qui est une imposture. C'est pareil. Il y a un bouquin fantastique de Engels qui s'appelle L'Anti-Düring. Il bousille Mackinder, Mahan, Hochhofer et Carl Schmitt avant même qu'ils existent. Mhm. Il explique que la géopolitique, c'est pas la géopolitique des espaces. Puissance du Nord, puissance du Sud, la mer, la terre. C'est la géopolitique des espaces de la valeur d'échange. Si je n'analyse pas le mouvement de la valeur d'échange qu'il y a dans un espace, je ne comprends rien. Et c'est parce que nous le comprenions que nous avons été les seuls 10 pingouins à Paris dans les années 75 qui ont dit il n'y aura jamais de troisième guerre mondiale entre la Russie soviétique et les États-Unis. Et de la même manière, aujourd'hui, nous pouvons dire que les BRICS, ça n'existe pas. Les BRICS, c'est une énorme usine commerciale, mais qui ne gêne absolument pas les États-Unis du point de vue d'une mondialité stratégique. La seule mondialité stratégique qui gênait Londres, c'était Paris. Et quand Londres a été avalée par Washington, la seule mondialité stratégique qui gênait Washington, c'était la France gaulo-pompidolienne qui unifiait Saddam Hussein, le Shah d'Iran, Kadhafi, et qui produisait une route du Sud qui pouvait donner à la contexture d'un nouveau Rapallo sa véritable puissance stratégique. Mais si je ne viens pas travailler la valeur d'échange, si je ne fais pas le travail de Hegel sur la profondeur de la profondeur, si je n'applique pas la théorie d'Aristote de la cause finale telle que Hegel et Marx la pigent en fonction du mouvement des luttes de classe, je ne comprends rien à la totalité historique. Je ne comprends rien à la totalité historique. C'est-à-dire je ne comprends pas que le moment présent, c'est pas une addition empirique entre la Chine, le Brésil, l'Inde, la Russie.
Le moment présent, c'est toute l'histoire de la valeur d'échange qui a surgi au néolithique, qui vient créer les BRICS, le Brésil, mais dans une configuration stratégique qui doit être analysée d'un point de vue dialectique. Donc aujourd'hui, le seul enjeu majeur au niveau de l'impérialité des contradictions de la valeur d'échange, c'est pour les États-Unis détruire la totalité de ce qui a fait la mondialité française. Détruire la totalité de la mondialité de ce qui a fait la réalité stratégique française, industrielle, commerciale, bancaire, et bien évidemment l'homogénéité culturelle. L'immigration, c'est un processus d'américanisation, nous a dit Marx et nous ont dit Debord et nous ont dit Mounis et tous les autres. C'est-à-dire que l'immigration est voulue, le GIEC est voulu par le mondialisme de la marchandise, puisqu'il faut détruire l'entité culturelle, politique, industrielle française. Et dans le même temps, bien évidemment, empêcher le retour radical des luttes de classe, parce que les luttes de classe, c'est cette spécificité radicale qui a surgi dans la féodalité, dans la compréhension du logos radical grec, qui conduit au manifeste communiste, qui conduit à la Commune de Paris, et qui fait que dans le bal musette, autour du Beaujolais et de la Rillette, il y a la radicalité de la contestation de la politique et de l'économie, ce qui n'existe nulle part ailleurs. Donc il faut comprendre tout ça. Donc si vous voulez, si je ne me donne pas l'effort d'acquérir le savoir total du néolithique jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends rien. J'additionne des séquences, je bricole, je suis un brocanteur historique. Et qu'est-ce qu'il y a au bout de la brocante historique? Oh ben, on va changer la politique, on va changer l'économie, on va rénover l'esclavage. Mais au bout du bout, la valeur d'échange va mourir parce que la valeur d'échange est en train de mourir. C'est ça ma question. Comment va-t-elle mourir? Voilà. Donc, si vous Comment voulez... va-t-elle mourir, Francis? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette valeur d'échange, elle est structurée. Alors là encore, si je lis pas, je comprends rien. Le système capitaliste qui surgit au XIIIe siècle produit une formation sociale qui est tout entière basée sur une reproduction élargie, de plus en plus élargie, qui est structurée sur une loi essentielle qui est la loi de la baisse du taux de profit. L'histoire mondiale depuis le néolithique est structurée sur une loi essentielle, c'est le devenir de la valeur d'échange. Si je veux comprendre les Incas, quel degré de valeur d'échange? Si je veux comprendre la Révolution française, quel degré de la valeur d'échange? Si je veux comprendre la révolution capitaliste bolchevique, quel degré de la valeur d'échange? C'est-à-dire que chaque événement qui surgit exprime un seuil caractéristique de la progression dialectique des forces productives de la valeur d'échange. Si je ne fais pas le boulot de comprendre le seuil, je ne comprends rien. C'est pour ça qu'on était les seuls, en 1975, à pouvoir dire « mais vous vous plantez tous de l'ultra-gauche à l'ultra-droite », les chars russes ne viendront jamais à Paris. Et le conflit SS-20 Pershing est une mystification du capital pour écraser la France, ce qui s'est passé quand il y a eu effectivement la première guerre du Golfe, puisque la première guerre du Golfe, la France détruit son propre marché extérieur du Moyen-Orient. Bon, ça c'est la première loi historique universelle. Chaque séquence historique exprime un degré de la valeur d'échange. Après, il y a la loi de la baisse du taux de profit. Alors, la loi de la baisse du taux de profit, Oui, c'est des centaines de pages, Petit, est-ce que vous pourriez dire rapidement? Alors, de manière toute simple. Didactique, vraiment. Je peux exploiter la fatigue humaine, je ne peux pas exploiter l'usure machinique. Exactement. Si je prends un prolétaire et que je le mets dans une manufacture et que je le fais travailler 11 heures, je peux le payer 10 heures. J'ai donc, grâce à la manière aliénatoire, donc j'ai mis en marche le procès de travail, confisqué une heure de travail. Ça s'appelle l'exploitation. J'ai produit un incrément de valeur, c'est la plus-value. Je peux exploiter un prolétaire qui travaille. Quand je mets en marche la machine, je ne peux pas l'exploiter parce que si elle bosse 11 heures, elle s'use pendant 11 heures. Et je ne peux pas faire jaillir un incrément de valeur de l'usure de la machine. Et la contradiction dialectique, qui est la contradiction mortelle du capital, c'est que le capital ne produit de la valeur qu'avec la fatigue humaine. Mais sur le terrain du marché mondial et de la concurrence, pour produire de plus en plus vite des marchandises qui coûtent de moins en moins cher, il est obligé de recourir à la machine qui accélère la productivité du travail de l'exploitation. Donc la machine
permet d'accélérer la productivité du travail de l'exploitation, mais elle ne produit pas de valeur. C'est donc cette contradiction qui fait que la machine est de plus en plus essentielle pour surexploiter la fatigue humaine, mais elle ne produit pas de valeur. Il y a donc une baisse permanente du taux de profit qui oblige la marchandise mondiale, pour compenser la baisse du taux, à augmenter la masse. De plus en plus de marchandises, puisque chaque marchandise contient de moins en moins de valeur. Donc je dois en produire de plus en plus. Ce qui fait qu'il y a constamment des saturations du marché mondial. La Première Guerre mondiale, c'est la saturation du marché mondial. C'est la machine-outil allemande qui rencontre la machine-outil anglaise. Et ça bute. Et il faut détruire la machine-outil allemande. Et la Deuxième Guerre mondiale, c'est pareil. Donc, qu'est-ce qu'une guerre mondiale? C'est le moment où les entités de la guerre commerciale s'affrontent sur le terrain de la redistribution planétaire des marchés pour repartir à zéro. On est donc, à partir de 1914, rentré dans une dynamique infernale qui est dénoncée par Rosa Luxembourg, qui est dénoncée par Karl Liebknecht et par tous les groupes radicaux. Cette dynamique, c'est crise, guerre, reconstruction, crise, guerre, reconstruction, crise, guerre, reconstruction, puisque à un moment donné, le marché mondial fait que ça ne peut plus fonctionner. Et de là, la problématique du crédit et de la dette. Les gens qui viennent vous voir croient que la dette, c'est géré par les detteurs, que la banque est gérée par les banquiers. C'est-à-dire qu'il y a des maîtres du monde qui ont créé une économie factice à côté de l'économie réelle. Mais non, Oui. l'économie factice est le produit de l'incapacité de l'économie réelle à fonctionner en domination formelle, c'est-à-dire du XIIIe siècle jusqu'à 1914, je suis en domination formelle. Le capital industriel surdétermine le capital financier et le crédit est une anticipation de plus-value. Par le crédit, j'anticipe une production qui n'a pas été vendue, mais qui va se vendre. En domination réelle, le marché est saturé. Le capital est devenu une économie monde. Et en devenant une économie monde, il devient l'économie monde de l'impossibilité du monde de sa propre économie. Et donc là, le crédit se métamorphose, l'anticipation de plus-value devient chimérique, c'est le crédit chimérique, dit Marx. Et pourquoi c'est le crédit chimérique? Parce que le crédit ne vient pas anticiper une vente qui va se faire, il vient anticiper une vente qui ne pourra se faire que de manière chimérique. Mais tout ça, c'est prévu par Marx en 1857-1858 dans les Grundrisse. C'est prévu par Marx. Quand je dis que nous, dans la filiation des groupes radicaux des années 70, nous avions prévu tout ce qui allait se passer. Mais c'est déjà prévu dans les Grundrisse et dans le Capital, pour autant qu'on les lise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe, du Covid à Davos, de l'ingénierie sociale au Donbass, de la Palestine à Tel Aviv en passant par Gaza, le surgissement des BRICS, tous ces agencements, ils ne sortent pas de n'importe où. Ils sont la concrétude matérialisée objective de la valeur d'échange qui avance et qui crée des seuils nouveaux. Et tout ça était prévu. Pourquoi c'était prévu? Parce que c'est dans la logique immentable du devenir des contradictions de la valeur d'échange. Et au bout de toute cette histoire, il y a ce fameux moment que nous avions anticipé, qui est celui de la crise 2008-2018, sur les crédits, sur les taux d'intérêt négatifs, et sur le fait que le capital, là, est obligé de se mettre en friche. Il n'y a pas un complot sur le coronavirus, à Davos, le reset, un truc de fou à un moment donné. Il faut bien que les gens qui nous écoutent aient une culture historique. Les gens qui croient décider sont les larbins de la valeur d'échange. Les abrutis de Davos, de la trilatérale et de tous ces trucs-là n'ont aucun pouvoir. Ils ont le pouvoir qu'ils croient avoir, mais les Pékins incultes leur donnent un pouvoir qu'ils n'ont pas. Le mec qui comprend rien à l'histoire, qui n'a pas de culture, qui n'a pas de dimension historique, qui n'a pas de charpente, qui n'a pas de carrure, qui n'a pas de jouissance, il est là, il est complètement écrasé dans son quotidien d'esclave. Et je dis vraiment, il y a des maîtres du monde, c'est abominable, c'est abominable. On a fait une critique du « mais qui, c'est qui ?» Mais Qui est derrière? mais surtout les maîtres de quel monde
et dans quelles conditions nous vivons. Alors, Il fallait les éradiquer pour pouvoir poursuivre notre condition misérable de vie. voilà. Vous voyez, sans jouissance, sans rien, dans l'attente de quelque chose, peut-être Vous avez plein de gens qui un ont peu dit, plus supérieur. mais qui? Et nous, on a rappelé cette radicalité de la première internationale avec Marx. La question, c'est pas qui, la question, c'est d'où vient qui? Parce que qui n'a pas produit l'histoire? Non. C'est l'histoire qui produit qui? Le banquier n'a aucun pouvoir sur la banque. Il vient sanctionner la crise du capital et il fait ce que la banque le pousse à faire. Il faut bien comprendre que ceux que l'on appelle les maîtres du monde sont les larbins de la valeur d'échange, qu'ils n'ont aucun pouvoir sur le monde. Ce qui décide, c'est la valeur d'échange. C'est la valeur d'échange. Et quand la valeur d'échange est effectivement dans une incapacité radicale, c'est elle qui organise. Pourquoi aujourd'hui l'économie mondiale est arrêtée? Pourquoi il y a eu le coronavirus? Pourquoi tout se décompose? Parce que le niveau de saturation du marché mondial est tel que plus rien ne peut redémarrer. Et donc, là, le capital met en marche ce que Marx montre très bien dans la section 1, livre 1 du Capital, la fétichisation absolue. Le mythe du réchauffisme et le mythe de l'organisation capitaliste étatique de la transformation industrielle, puisque les voitures ne se vendent plus, puisque le marché mondial de la voiture est saturé. On va prohiber la voiture classique et on va rendre obligatoire la voiture électrique. Mais ce n'est pas une folie complotiste de Davos, c'est l'obligation de la loi de la baisse du taux de profit qui fait que plus rien ne peut fonctionner. Plus rien ne peut fonctionner. Mais pour avoir beaucoup de culture, pour avoir beaucoup de savoir, il faut être humble. Il faut se dire, je suis nul, je connais rien, et ben je vais apprendre. Je vais bosser. Et je vais bosser, je vais bosser, je vais bosser. Je vais arrêter de faire du commentaire débile sur YouTube. Je vais m'équiper. Je vais me dire, mais alors, Hegel, c'est quoi? Marx, c'est quoi? Spinoza, c'est quoi? Aristote, c'est quoi? Les évangiles, les évangiles, c'est quoi? Les évangiles, c'est quoi? Aujourd'hui, on est dans la nativité radicale. Qu'est-ce que c'est que la nativité radicale? La nativité radicale, c'est pas un petit bonhomme qui arrive dans une crèche. La nativité radicale, Jean, il nous l'explique dès le début des évangiles en grec d'une parfaite manière. Le Christ est hologos. Il est le hologos grec. Qu'est-ce que c'est que le hologos? C'est le savoir infini, c'est le savoir total, c'est le savoir révolutionnaire, c'est la transformation radicale. Le logos s'est fait incarnation. Le logos s'est fait incarnation, mais il ne s'est pas fait incarnation pour venir nous dire bonjour. Il s'est fait incarnation pour entrer en nous. Le texte de Jean dit, il est entré en nous et il a fait de nous sa demeure révolutionnaire, de transformation radicale. Il se passe quelque chose d'incroyable dans cette incarnation radicale qui renvoie balader tous les judaïsmes, tous les coranismes, tous les mosaïsmes, tous les shintoïsmes, tous les bouddhismes, alors que toutes les écoles de morale, de religion, sont des écoles de récitation dans la servilité qui reproduit la politique et qui reproduit l'économie. Marx nous le dit avec Engels dans les origines du christianisme primitif, le Christ vient nous dire, à bas les royaumes de ce monde, à bas la politique, à bas l'économie. Le Christ n'a pas fait un manuel d'économie politique, il n'a pas envisagé une bourse du peuple, il n'a pas envisagé une autogestion des usines. Le Christ a dit, quittez les royaumes du monde et incarnez-vous dans la radicalité substantielle. Et la radicalité substantielle, autois, apanta, koina, dans la communauté de la communion du communisme. Et toutes les insurrections paysannes du Moyen-Âge se font dans le koina de l'incarnation radicale du communisme. Ah bah l'Église, parce que aujourd'hui, alors les gens vous disent, oh là là, l'Église, qu'est-ce que c'est devenu? Bah, l'Église, c'est devenu ce qu'était l'Église de Constantin, puisque le message du Christ, dans sa radicalité subversive, est intolérable. Qu'est-ce que nous dit Engels? Les premières communautés christiques sont des communautés communistes qui abolissent
le rituel paganiste aliénatoire et le rituel judaïste aliénatoire. C'est les hommes de la transformation radicale, c'est les hommes de la transcendance subversive. On ne peut pas tolérer ça. L'Empire romain est en train de se décomposer. Et on ne peut pas faire face à ça. Donc le seul moyen d'y faire face, c'est de le digérer. On va donc créer une église institutionnelle, parce que le Christ n'a pas créé une église, il a créé une ecclésia, une assemblée de subversion, l'ecclésia, qui devient ecclésiastique parce qu'elle est structurée administrativement dans une reconversion politique d'assujettissement. Donc, aujourd'hui, il y a la révolution arc-en-ciel du capital. Ben, il y a Berdoglio qui est au centre. Il ne trahit pas, il accomplit sa fonction. Et quand la structure romaine en décomposition se dit « il me faut un appareil de neutralisation religieuse, je vais construire un christianisme compatible avec la soumission », il crée l'Église. Beaucoup de gesticulation. Donc l'Église de Constantin, elle ressemble à Constantin. Oui. L'église des orgies de la Renaissance borgiaïque, elle ressemble aux Borgia. L'Église de la contre-réforme, elle ressemble au pouvoir catholique qui veut gagner du terrain sur les territoires luthériens. L'Église de la mondialisation capitaliste en mouvement, elle ressemble à Paul VI. Et puis l'Église de la réalisation totale de la révolution arc-en-ciel du capital, c'est Berdoglio. Donc l'Église a toujours ressemblé au mensonge politique de son temps. Elle a encore évolué adéquatement au seuil historique de la valeur d'échange. Dis-moi à quel seuil de la valeur d'échange tu es, je te dirai comment l'Église évolue. Celui qui ne comprend pas que tout est dans le développement de la valeur d'échange ne comprend rien. La musique, la polyphonie, c'est un seuil de la valeur d'échange qui transforme la formation sociale. Comment je passe de Bach à Mozart ? Comment je passe de Mozart à Beethoven? C'est l'évolution de la valeur d'échange qui transforme le champ social, le champ émotionnel et le champ esthétique. Comment je passe de l'école impressionnisme à l'expressionnisme? C'est le degré de la valeur d'échange après la crise de 14. Tout est contenu dans le développement historique de la valeur d'échange. Alors, il y a un grand dada, la franc-maçonnerie. Il n'y a pas de franc-maçonnerie à l'époque carolingienne. Il a fallu qu'il y ait un seuil historique de développement de la formation sociale qui crée un ésotérisme bourgeois, névrotique, paranoïaque, de pouvoir suprématiste, qui crée sa religion contre la rente terrière catholique. La rente foncière catholique est contestée par la rente commerciale et par la rente pré-commerciale luthérienne, calviniste, anglicane. Puis à un moment donné, à un certain seuil de la valeur d'échange, se crée une école de formation des cadres de la bourgeoisie qui s'appelle la franc-maçonnerie parce que j'ai atteint un certain seuil. Mais ce n'est pas la franc-maçonnerie qui fait la révolution du capital, c'est la révolution du capital qui rend nécessaire de créer un état-major maçonnique. Vous avez plein de gens qui, sur le messianisme, il y a un messianisme juif et il y a un messianisme coranique. Il n'y a pas de messianisme chez les Esquimaux ou chez les Mayas. Il n'y a pas d'eschatologie talmudique chez les aborigènes d'Australie. C'est le comptoir commercial traditionnel juif qui a créé le messianisme juif. C'est la valeur d'échange juive qui a créé progressivement le yavisme qui aboutit au talmudisme supérieur et à son eschatologie suprématiste. Et c'est pareil. C'est les circuits bédouins de l'économie nabatéenne qui comprennent à travers un judaïsme recomposé le comptoir commercial dans l'histoire de la razzia caravanière. Et le djihad, c'est la razzia caravanière. Je veux dire, l'islam ne peut pas naître dans une tribu animiste de l'Angola. Tout est lié à la production de la formation sociale. Le judaïsme est né dans le croissant fertile, il n'est pas né chez les Esquimaux. Mais si je ne comprends pas cette valeur d'échange, cette totalité en mouvement, je fais du bricolage. Je ne comprenant rien à la cause. Je bidouille à l'infini les faits E2FET. C'est-à-dire que je suis incapable d'accéder à la colonne vertébrale de l'histoire radicale. Donc je ne peux pas avoir de colonne vertébrale radicale. Et donc,
tous les courants qui passent à côté du savoir total sont obligés d'être dans la conscience fausse, nous dit Hegel, puisqu'ils sont dans l'incapacité d'accéder à la conscience authentique, puisque qu'est-ce que la conscience authentique? C'est la conscience de la totalité. Qu'est-ce que le vrai savoir? C'est le savoir de la totalité. Quand Marx ferme le Capital et les Grundrisse, quand Hegel ferme la rationalité dans l'histoire, vous pouvez leur poser n'importe quelle question sur les Mayas, sur les Incas, sur les Japonais, sur les Chinois, sur les Égyptiens, sur la bourgeoisie au XVIIe, la bourgeoisie au XIIIe, ils ont réponse à tout. Mais pourquoi ont-ils réponse à tout? Ils ont réponse à tout, pas parce qu'ils ont lu tout, ils ont réponse à tout parce qu'ils ont compris le devenir historique qui fait chaque moment du tout. Donc, aujourd'hui, si un certain nombre de gens dans la radicalité peuvent répondre à tout, c'est parce que précisément, ils ont la méthode du tout. Ils ont la méthode du tout. Et donc, cette méthode du tout, qui passe par les Grundrisse, qui passe par le Capital, elle nous a dit qu'on arrivait au taux d'intérêt négatif bien avant 2018, parce que si vous reprenez les textes de Commune de Kronstadt ou de Guerre de classe des années 80, tout ce qui se passe, on l'a écrit. Et on l'a écrit parce que qu'est-ce qui valide le savoir du tout? C'est le fait que sa prévision n'est pas poétique, qu'elle n'est pas lyrique ou littéraire. C'est que sa prévision, elle est matérialisée historiquement dans une juste application de la méthodologie. Donc aujourd'hui, la dernière prévision, c'est effectivement la crise terminale totale. On est rentré dans la première phase de la crise terminale. Le Capital nous dit lui-même qu'il s'est mis en friche. Il ne peut plus produire. Il ne peut plus produire. Qu'est-ce que c'est que le confinement du coronavirus? C'est le langage fétichiste par lequel le Capital dit « Restez chez vous, on ne peut plus produire ». La mise en jachère. Ayez peur, la mise en jachère, ayez peur, ayez peur, ayez peur. C'est pareil, vous avez plein de gens fous, le Capital veut nous tuer, il veut... Oui, le mathuianisme. Voilà, mais Marx a répondu à ça. Marx a fait un travail énorme sur Malthus. Personne ne l'a lu. Il y a un ouvrage dessus, je l'ai lu. J'ai lu Malthus et puis l'ouvrage de Marx sur le sujet. Chaque développement de loi de population est déterminé par le devenir de la valeur d'échange. À partir du moment où le Capital, en 71-73, a terminé sa phase de reconstruction, il est rentré en crise. Il est rentré en crise et l'étalon dollar a été obligé d'être rendu inconvertible. C'est le commencement. Et c'est le moment où tous les cénacles du Capital posent le problème de la décroissance, de la limitation de l'humanité. L'avortement obligatoire, l'euthanasie obligatoire. Ce n'est pas des délires de Davos. C'est l'obligation de la valeur d'échange en crise terminale. Parce qu'il y a effectivement une surproduction de population. Qui dit surproduction de marchandises, dit surproduction de population, donc il faut baisser tout. Bon, vous pouvez arrêter, s'il vous plaît. Mais c'est pareil. Vous prenez les guerres de Vendée. Vous avez plein de gens que vous recevez. Oh là là, c'est terrible, les guerres de Vendée. Mais les guerres de Vendée, qui a compris l'extermination des paysans vendéens? C'est pas La Roche-Jacquelin, c'est pas Charette. Tous les pecnos conservateurs. Oh là là, c'est horrible ce qu'ils ont fait en Vendée. Qui a compris? C'est Babeuf. La théorie du populicide, elle n'est pas née dans les milieux droitistes. Elle est née chez un communiste qui prépare toute l'œuvre de Marx et qui a écrit le manifeste des égaux. Alors tous ces gens-là vous disent « Oh, le populicide. » Mais s'il n'avait pas écrit le manifeste des égaux, il n'aurait pas pu écrire le populicide parce qu'il a compris que l'extermination des Vendéens, ce n'est pas une folie politique d'extermination de l'ennemi. C'est une loi organique du développement du capital qui est en train de se faire. Donc c'est toujours la même chose. Si je suis dans la méthodologie radicale communiste, anti-politique, anti-économique, qu'est-ce que le communisme? Le communisme, c'est le surgissement d'une communauté humaine universelle qui va abolir la politique, abolir l'économie, abolir l'argent et retrouver le sens d'une production pour les besoins humains et non pas pour les besoins de l'échange et de la valorisation.
C'est parce que Babeuf a déjà cette anticipation radicale qu'il comprend l'extermination des Vendéens. Mais quand vous lisez les mémoires de La Roche-Jacquelin, de Madame de La Roche-Jacquelin, elle dit, ah, c'est terrible, on nous tue, on nous tue. Mais elle pige rien. Elle ne pige rien à l'extermination. C'est Babeuf qui explique d'une manière organique, radicale, pourquoi la République maçonnique du capital est obligée d'exterminer la paysannerie vendéenne. De la même manière qu'à Paris, à Lyon et à Bordeaux, elle extermine les sans-culottes radicaux qui font une critique de la bourgeoisie montagnarde et de la bourgeoisie girondine. Le pouvoir républicain, il massacre les paysans de l'Ouest et il massacre les sans-culottes radicaux qui disent « vous vous êtes foutus de notre gueule, le pouvoir que vous mettez en marche est pire que le pouvoir monarchique ». Mais le seul qui critique les deux, c'est Babeuf. Et toute la critique radicale de Marx sur la censure, on vous dit aujourd'hui, oui, il y a des gens qui sont pourchassés, on vous parle de Vincent Renoir, on vous parle de tas de gens, mais qui a restauré dans le mouvement historique, social de ce XXe siècle, le texte de Marx sur la censure de 1842, c'est Pierre Guillaume et la vieille taupe, à bas la censure. Et pas à bas la censure comme ça, à bas la censure, c'est parce que toute vérité officielle est fausse par essence. Toute vérité politique est fausse par essence, que ce soit le Covid, le réchauffisme ou tout ce que vous voulez. Mais ça, c'est Marx en 1842. Et quelles sont les premières choses que le pouvoir bolchevique a mis en marche dans la Russie soviétique? C'est d'interdire la publication des œuvres de Marx. Et celui qui cherchait dans les archives les œuvres de Marx, qui s'appelait Rizianov, ils l'ont flingué. Donc les témoins de Jéhovah, c'est le contraire absolu de Jésus-Christ, puissance révolutionnaire. Les bolcheviks, la gauche du capital, c'est l'antithèse radicale de la puissance de Marx contre l'argent et contre l'État. Et les droitistes, c'est le gauchisme à l'envers. Ils veulent restaurer une politique et une économie qui, de toute manière, ne pourra rien produire puisque c'est fini, on est au bout de la course. Il va y avoir cette crise ultime, cette crise terminale. C'est-à-dire que la valeur d'échange est née au néolithique. La valeur d'échange est née au néolithique et elle va périr sur les 20 ou 30 ans qui viennent parce qu'on est au bout de son invalidation. La monnaie, c'est pas simplement un moyen de circulation. C'est pas simplement un stock de réserve. C'est pas simplement un étalon d'appréciation. Les trois fonctions de la monnaie sont surdéterminées par l'aliénation de la valeur d'échange qui peut se reproduire. Vous avez des gens aujourd'hui qui disent qu'il faudrait rétablir les talons or. Mais il n'y aura plus jamais des talons or. Les talons or étaient l'expression de la domination formelle du capital quand précisément les anticipations de plus-value annonçaient une réalité qui allait se vendre et qui allait s'échanger. Donc, les talons or exprimaient une économie industrielle qui était encore en capacité de fonctionner. Depuis qu'on est rentré dans l'économie chimérique, les talons or est rentré en crise mortelle et en 71, Nixon a dit c'est fini, il n'y aura plus de comptabilité possible entre le dollar et une changeabilité éventuelle. Mais ce n'est pas la banque qui fait le pouvoir. La banque, c'est les porteurs de valises du pouvoir. Mais ils n'ont aucun pouvoir. C'est la valeur d'échange qui dirige tout. Parce que justement, la valeur d'échange est cette puissance supérieure, c'est cette divinité satanique de la marchandise qui oblige par ses lois supérieures à ce que tous ceux qui veulent effectivement rentrer dans son système s'y couchent. Et quand les gens vous disent on va prendre le pouvoir, ils ne prennent jamais le pouvoir, c'est le pouvoir qui les prend. Mais donc, si vous voulez, moi j'attire votre attention sur ce qui constitue l'essence de notre substrat, la désertion révolutionnaire. Homme d'Action française, quittez l'Action française. Homme du NPA, quittez le NPA. Homme d'Alternative libertaire, quittez Alternative libertaire. Homme de toutes les fractions de droite ou de gauche, vous êtes embrigadés pour devenir les porteurs de valises de la marchandise. Les porteurs de valises d'une marchandise qui vous tue, qui tue votre souffle de radicalité. Revenez au Christ radical, du logos de la koïna, de cette koïna radicale qui abolit l'argent.
comprenez toute l'histoire du monde à travers cette dialectique des forces productives de chaque seuil de la valeur d'échange, et comprenez qu'au bout de tous ces seuils de la valeur d'échange, il y a le seuil ultime où la valeur d'échange s'invalide. Mais lisez, c'est compliqué. Votre cerveau tout seul dans votre canapé tout triste, même si vous réfléchissez, ne peut pas produire. Et quelque chose d'important, il n'y a pas de production individuelle. Il n'y a pas de production individuelle. Marx nous a appris cette chose essentielle, que la production est une rencontre collective où les altérités se confrontent. Les gens vous disent Marx a écrit, mais Marx n'a rien écrit. C'est le groupe Marx Engels, avec d'autres. C'est-à-dire que c'est parce qu'on écrit à plusieurs dans une confrontation radicale, dans une réflexion, qu'on abolit précisément le sujet narcissique du faux savoir. Le sujet narcissique du faux savoir, il crée des recettes, il a des imaginaires, il pense que, il fait des projections, il devient doctrinaire. Le grand débat entre Proudhon et Marx. On va faire une prochaine émission sur le sujet. Quelle est la grande différence entre Proudhon et Marx? C'est que Proudhon est un doctrinaire. Il crée un système, il invente un système, il sort de sa tête un système pour équilibrer les contradictions du capital. Bourse du peuple, fédéralisme mutualiste. Il invente un système. Mais quand il y aura la révolution 1871, tout le monde se foutra de son système. Parce que ce qui est le plus important, c'est le mouvement réel, objectif. Et Marx envoie chier Proudhon en montrant que c'est complètement réactionnaire, mais la Commune de Paris donne raison à Marx quand Marx dit « La Commune de Paris nous a appris que l'émancipation humaine ne peut pas transformer la machine étatique. Il faut détruire la machine étatique. » Donc l'objet des années qui viennent contre cette crise finale du capital, c'est détruire la machine étatique, c'est détruire la machine économique, c'est détruire la machine politique et faire ressurgir la commune universelle, une fédération de communes universelles où les hommes produisent pour leurs besoins humains dans un rapport structuré, c'est ce que dit le Christ, sur cette fameuse koina ou oitos aipanta koina. Donc il n'y a rien de nouveau. Le Christ nous conduit à Hegel, Hegel nous conduit à Marx, Marx nous conduit à la Commune de Paris et à la Commune de Kronstadt, parce que le plus grand mensonge du XXe siècle, ça a été de nous faire croire qu'il pouvait y avoir 1 millimètre de communisme dans des pays qui n'étaient que du capitalisme d'État. Du capitalisme d'État. Très bien, Francis. Alors, ainsi s'achève notre émission. Donc, à mon avis, on a mis quand même les points sur les i, si je puis dire, parce que vous êtes intervenu d'une manière assez didactique. Je pense que c'est important pour que les gens puissent avoir accès à vos travaux. Guerre de classe, notamment. Donc, si vous pouvez Il y a parler. plein de textes. Il y a plein de Il y a textes que plein les de gens textes peuvent aller lire. sur Il y le a plein de... site. Exactement. Qui sont des textes courts, donc n'ayez pas peur de lire, d'aller vers cela. Mais pour, je pense, vous comprendre aussi en premier lieu, il faut vraiment bosser les textes, comme vous dites, régulièrement, à travers Marx, Engels et tant d'autres, hein. On peut parler aussi, vous parlez des communautés primitives, on peut parler de Pierre Clastres, Marshall Salins, tout ce genre de personnes qui aideront progressivement à comprendre le monde où nous vivons et où va-t-il enfin s'arrêter. Et vous parlez à travers Marx, là où il va s'arrêter et là où il s'essouffle. Et, Et surtout, que les gens n'aient pas peur du grec, euh, qu'ils apprennent les lettres grecques, qu'ils commencent à regarder dans un dictionnaire et qu'ils comparent simplement le mot. La conjugaison, la phrase, ça viendra plus tard, mais qu'ils mesurent à quel point les traductions des évangiles sont à des années-lumière de ce que le texte grec radical du Christ dit. N'oubliez jamais que le Christ est un grec galiléen. les gens l'ont bien fait pour la langue capitaliste par essence, par excellence, qui est l'anglais. Donc on peut le faire pour du grec. Voilà. En tout cas, je souhaite à tout le monde une superbe nativité radicale, Oui. une superbe nativité révolutionnaire. L'incarnation renvoie tous les savoirs factices aux poubelles de l'histoire, car l'incarnation, c'est ce qui donne à chacune de nos vies finies la possibilité d'accéder à l'infini du Christ révolutionnaire, le Christ communeux de la communion, de la koina éternelle. Eh bien, merci Francis. Donc, voyage au bout de la fin du Bonne capitaine, soirée à tous. puis du spectacle du fétichisme et la marchandise mondiale et de la crise finale et tant d'autres ouvrages. Merci Francis et à bientôt.